Maasta teostreci, svuoti futu Leningrad, finite finiti treci, ogni maasta sad, jer svako postajno te nada, da nađe ostvarenje sna, al dalko znači najada. La vie en temps de paix, représentée de manière idyllique dans le film L'histoire d'un jour de Max Kalmich, est emportée par l'occupation. En plus de toutes les batailles, c'est la bataille pour la démocratie qui avait également commencé. Elle a représenté pour de nombreux citoyens du royaume de Yougoslavie une bataille pour leur propre vie. Le nouvel ordre nazi avait immédiatement ouvert des camps de concentration. Le plus grand nombre des victimes sont le produit des lois raciales contre les Serbes, les Juifs et les Roms dans l'État indépendant de Croatie, ainsi que de l'ordre des Allemands d'exécuter 100 Serbes pour chaque soldat allemand tué. Alors que la guerre arrivait à son terme, les peuples d'Europe de l'Est craignaient de plus en plus l'instauration d'un nouvel ordre communiste. Tout le monde savait que cet ordre impliquait également des camps de concentration et des exécutions de citoyens en masse et à contrario que la véritable libération, avec la préservation des vies humaines, du patrimoine, des droits de l'homme et des libertés, reposait uniquement dans la restauration de la démocratie. Outre les blocs nazis et communistes, il existait aussi un bloc démocratique, celui des Alliés occidentaux. Ce bloc incluait également 3 pays d'Europe de l'Est, la Pologne, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie. At the White House in Washington, a guard of honor stands at salute in honor of a distinguished visitor, President Edvard Beneš of Czechoslovakia. Les autres pays d'Europe de l'Est combattaient aux côtés d'Hitler, mais à la fin de la guerre, eux aussi cherchaient à passer du côté des Alliés occidentaux afin d'échapper à l'invasion soviétique. Mais le temps a montré qu'un système démocratique à l'intérieur d'un pays ne signifie pas que sa politique étrangère est forcément basée sur les principes de la démocratie et de la légalité. Cela s'est clairement vu au cours des décennies suivantes, lorsque les grandes démocraties ont, occasionnellement ou de manière permanente, soutenu des dictatures et leurs régimes antidémocratiques dans le monde entier. Mais pendant que la Seconde Guerre mondiale était toujours en cours, les masses de peuples sous occupation, en particulier en Europe de l'Est, croyaient naïvement que les grandes démocraties étaient automatiquement dotées d'une grande noblesse. Governor Dewey and the Polish ambassador review the annual procession as patriots march in the cause of freedom. Ce sont d'abord les pays d'Europe de l'Est qui n'avaient pas rejoint les puissances de l'Axe, qui ont été mis face à la dure réalité. Il s'agissait de ces pays qui étaient restés fidèles aux alliés occidentaux, la Pologne, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie. Comme le royaume de Yougoslavie avait la plus puissante guérilla de ces pays, les plus grands bouleversements se sont produits en son sein. Il n'y a pas d'amis permanents, ni d'ennemis permanents, il n'y a que nos intérêts qui soient permanents, disait Winston Churchill. Les intérêts que Churchill représentait nécessitaient de sacrifier un allié naturel, c'est-à-dire un État démocratique et son armée, et de l'autre côté de soutenir les communistes. Le seul dilemme était de savoir comment le faire pour que cela soit acceptable pour le grand public.
Churchill a confié cette mission à son administration et celle-ci a commencé à élaborer diverses options. Jedna od opcija je bila da se general Mihajlović navodno radi konsultacija pozove u saveznički štab u Kairo i da mu se poslije toga ne dozvoli povratak. Smatralo se da bi se jugoslovenska vojska raspala bez svog komandanta. Druga opcija je bila da se podmite važni lokalni komandanti kako bi se odvojili od generala Mihajlovića i priklonili komunističkom vođi Titu. Između ostalih, veća količina zlatnih funti ponuđena je i komandantu Rasinsko-Topličke grupe korpusa, pukovniku Dragutinu Keseroviću. Keserović avait pris l'argent, mais il a ensuite écrit 2 lettres, l'une pour le général Mihajlović pour l'informer de cette affaire, et l'autre à la mission militaire britannique, pour accuser réception de cet argent qui lui a été personnellement confié et qu'il le considère comme revenu de l'État, car lui personnellement n'en avait pas besoin. Treću opciju nametnuo je sled događaja. Pošto su zapadni mediji već širili fantastične vesti o borbenosti partizana i s druge strane o neverovatnom padu generala Mihajlovića, od prvog ustanika protiv Nemaca pa do nemačkog saradnika, britanska administracija dobila je zadatak da nađe dokaze o toj navodnoj Mihajlovićevoj saradnji sa Nemcima. Britanske vojne misije u vojsci generala Mihajlovića imale su zadatak da pronađu makar bilo kakvu saradnju između četnika i Nemaca. Takve dokaze nisu našli jer ih nije ni bilo. La quatrième option est évoquée dans une lettre de l'ambassadeur britannique auprès du gouvernement yougoslave, Stevenson, datée du 3 décembre 1943, adressée au Foreign Office britannique. Comme il n'est pas possible de rendre publiques les nombreuses preuves de la collaboration de Mihajlović avec l'ennemi, le comité des opérations spéciales a accepté la stratégie qui permettrait de distendre les relations avec Mihajlović en lui demandant de mener à une date précise une opération spécifique qui soit à la limite de ses capacités. L'opération demandée devait être telle qu'on puisse être sûr que Mihajlović ne soit pas en mesure de la mener à bien. Ces nombreuses preuves de collaboration, dans les faits, n'existaient pas, ce qu'on peut voir dans la réponse même du ministère des Affaires étrangères qui indique « Nous avons convenu que ce n'était pas la peine de retarder la décision jusqu'à l'arrivée de Bele. Il est probable que nous n'allons pas recevoir d'informations plus complètes sur la situation en Serbie, ni de preuves tangibles de coopération de Mihajlović avec Nedić et les Allemands. » Ostalo je još samo da se pronađe operacija koju Mihajlovićevi četnici sa sigurnošću ne bi mogli da izvrše. To nije bilo teško jer se među četnicima nalazio veliki broj britanskih oficira koji su dobro poznavali situaciju na terenu. Cette option est devenue définitive. Ainsi, le 8 décembre, le commandant allié en Méditerranée, le général Wilson, transmit un ordre à Mihajlović de détruire 2 ponts ferroviaires avant le 29 décembre. L'un sur la Morava méridionale, dans un village près d'Aleksinac, et l'autre sur l'Ibar, près de Polumir. L'ordre était présenté comme la dernière chance pour l'avenir du royaume de Yougoslavie, et en particulier pour le peuple serbe. Le puissant monde occidental menaçait d'introduire le communisme dans le pays. Les 2 ponts en question étaient protégés par des bunkers, des chars d'assaut et de puissantes garnisons des forces de l'Axe. Au cas où les Tchétniks parviendraient à surmonter tous ces obstacles, un autre se dressait face à eux. Les Allemands tenaient en otage à Polomir 1 millier de réfugiés serbes de Bosnie, menaçant de les exécuter en cas d'attaque du pont. Još prilikom uručenja ultimatuma, general Mihajlović je pitao generala Armstronga, šefa savezničkih vojnih misija u svom štabu, da li zbog tih 1000 izbjeglica može biti srušen most južno od Raške, sa istim efektom na prugu Beograd-Skoplje. Odgovor generala Armstronga bio je odrečan. Devant le sinistre retentissement qu'avait eu l'accord conclu entre les 3 plus puissants chefs d'État du monde, Roosevelt, Churchill et Staline, à la conférence qui venait de se tenir à Téhéran, Mihajlović n'avait néanmoins pas rappelé à Wilson quelle était la structure compétente habilitée à lui donner des ordres, contrairement à ce qu'il avait fait à Armstrong. En effet, les officiers alliés n'avaient aucun droit de donner des ordres aux armées d'autres pays et devaient s'adresser au gouvernement de ces pays qui étaient déjà présents à Londres. Et ensuite, ces derniers transmettaient alors leurs ordres par radio à leur armée. De ce fait, dans une dépêche adressée au gouvernement yougoslave, Mihajlović qualifie l'ordre de Wilson de « souhait ». Officiellement, le commandant de l'armée du royaume de Yougoslavie ne peut pas exécuter l'ordre d'un étranger, mais il peut exaucer son souhait. Nous avons étudié ce souhait en détail et, après mûre réflexion, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il revêtait davantage un caractère politique que militaire.
Nous avons décidé d'exaucer pleinement ce souhait, mais aussi de soulever 2 questions supplémentaires, a écrit Mihailović. Il a posé ces 2 questions au général Armstrong le 23 décembre. Il lui a dit que les ponts seraient démolis si les Britanniques sont en mesure d'expliquer leur importance stratégique pour la cause des Alliés et s'ils s'engagent à mettre fin à la guerre civile en Yougoslavie. Prvo pitanje je bilo neobjašnjivo, jer u tom trenutku pruge nisu bile od strategijskog značaja. Na njima je prethodnih godina izvršeno mnogo diverzija i sabotaža u vreme dok su saveznici ratovali protiv Hitlerovog generala Rommela u Africi, ali to je već bilo zaboravljeno. Za rješenje drugog pitanja Mihailović je tražio posjedovanje britanskih delegata između, kako se izrazio, Titovih snaga i jugoslavenske vojske. Naime, kada bi četnici napali sovjetske garnizone koji su čuvali mostove, njih bi sa leđa napali partizani. To je bilo izvesno na osnovu dotadašnjih iskustava. On a la réponse du général Armstrong dans une dépêche du général Mihailović au gouvernement yougoslave datée du 5 janvier 1944 qui indique: Lors de la conférence du 4 janvier, le chef de la mission britannique m'a informé que le gouvernement britannique avait refusé de servir de médiateur dans les négociations entre nous et les communistes, négociations que nous avions proposées le 23 décembre dans le but de mettre fin à la guerre civile et de concentrer tous nos efforts contre les occupants. Entre-temps, le général Mihailović avait donné l'ordre à ses unités d'encercler les garnisons allemandes et bulgares qui gardaient les ponts sur l'Ibar et la Morava méridionale. Cette mission est très importante et cruciale pour l'avenir de nos relations avec nos alliés. Rapportez-moi lorsque tous les préparatifs seront terminés, après des reconnaissances détaillées, pour que je puisse donner l'ordre du jour où devra être lancé l'assaut, a-t-il écrit au lieutenant-colonel Keserović. Début janvier 1944 plus tard, le général Mihailović avait une vision claire de la situation. S'il exécutait l'ordre de Wilson et envoie à la mort quelques milliers de tchétniks de plus et quelques dizaines de milliers de civils en plus, du fait des représailles pratiquées par les Allemands de 100 Serbes pour 1 Allemand mort au combat, les puissances occidentales mettraient en place tout simplement un nouvel ultimatum. Ainsi, dans un radiogramme adressé au colonel Dragoslav Pavlović le 12 janvier, il écrit: Nous disposons d'informations précises indiquant que les Anglais ne changeront pas d'attitude à notre égard, même après l'exécution de cette mission spéciale. En effet, le délai pour la destruction des ponts n'était pas encore écoulé que le 26 décembre 1943, l'ambassadeur Stevenson a adressé au Foreign Office un rapport à propos de la méthode de rupture des relations avec les Tchétniks. Ce rapport était codé et classé top secret. L'histoire officielle britannique de la Seconde Guerre mondiale, qui porte le titre « The Grand Strategy », ne consacre qu'un seul paragraphe à la rupture des relations avec les Tchétniks. Ce paragraphe stipule: Mihailović s'est vu octroyer une dernière chance. On lui a donné l'ordre d'attaquer 2 ponts spécialement désignés avant le 29 décembre, sous peine de voir toute l'aide alliée interrompue. Il n'avait pas exécuté l'ordre. Il en a résulté le retrait au cours des 5 mois suivants des missions britanniques qui étaient parmi ses forces, et Tito a été pleinement reconnu par le gouvernement britannique comme chef de la résistance yougoslave. U velikoj strategiji nema ni govora o Mihailovićim akcijama protiv nemačkog železničkog saobraćaja za vreme bitke za Afriku. Njeni čitaoci ne bi mogli ni da naslute da je najveća antisovjetska operacija bila operacija Mihailovićevih snaga i da je ona obustavljena upravo zbog napada u leđa od strane Titovih partizana. U decenijama posle rata korišćenje ultimatuma u politici nazvaće se alibi diplomatijom. Drugim rečima, diplomatijom traženja izgovora za opravdanje unapred postavljenih ciljeva. Draža Mihailović et ses hommes sont entrés dans la guerre comme soldats. Quand une guerre éclate, une administration militaire est mise en place et l'activité des partis politiques est suspendue. Cependant, parmi les officiers de réserve, il y avait des cadres de partis qui ne s'étaient pas libérés de leurs habitudes d'avant la guerre. N'oubliez pas, vous êtes un officier, et si vous continuez ainsi, je vais perdre confiance en vous. Ceci n'est pas un parti politique, avertissait le général Mihailović, l'un d'entre eux, à l'été 1942. Il avait envoyé un ordre similaire en novembre de la même année. Je n'autorise aucun lien avec des groupes politiques. Nous sommes l'armée, la politique est loin de nous. Aucune politique, je le répète, ne doit être favorisée par nous. Cette règle s'appliquait également au seul organe politique existant sous l'égide de l'armée yougoslave, le Comité national central du Royaume de Yougoslavie. Ce comité était composé des dirigeants de quelques partis politiques, initialement majoritairement de l'opposition,
mais il s'agissait exclusivement d'un organe consultatif et de propagande. Jer kažem još jedan put, ponavljam, mi nismo bili ni za kakve režime, mi nismo bili ideološka vojska, nego vojska iz ideala, slobode, s verom u Boga za kralja i otadžbinu. To je naš moto bio. Mi smo se borili za jednu demokratiju, borili smo se da se vrati kralj, borili smo se jer smo bili mladi i puni ideala. Le premier homme politique à être venu sur la Ravna Gora a été Mladen Žujović, le colonel de réserve et vieux guerrier vétéran du front de Salonique de 1917. Après la Première Guerre mondiale, il a fait son droit et obtenu un doctorat à la faculté de la Sorbonne à Paris. C'était un membre éminent du Parti républicain, tout comme son ami et associé au cabinet d'avocats de Belgrade, l'académicien Dragiša Vasić, qui allait bientôt le rejoindre sur la Ravna Gora. Au printemps 1942, Stevan Moljević, originaire de Banja Luka, également docteur en droit, rejoint le comité national central du royaume de Yougoslavie. Il était le chef du Parti démocrate indépendant dans la Banovine de Vrbas et le fondateur des clubs culturels franco-yougoslaves et anglo-yougoslaves. À l'été 1943, Đura Đurović, professeur à la faculté de droit de Belgrade, est nommé secrétaire du comité exécutif du comité national central du royaume de Yougoslavie. Đurović était un autre docteur en droit de la Sorbonne et était l'une des personnes les plus importantes du Parti démocrate. Svoj stav da političke organizacije služe samo za jačanje vojske, general Mihajlović menja posle kapitulacije Italije. Do tada, on je verovao da će se na Jadransko more iskrcati zapadni saveznici, da će oni zajedno sa četnicima osloboditi zemlju, posle čega će se kralj i vlada vratiti na svoje poslove, dok bi vojska ostala u kasarnama. Les événements liés à la capitulation de l'Italie modifient la situation. Sans le soutien occidental, le pouvoir communiste relevait davantage de la théorie que de la pratique. Il y avait très peu de partisans, de communistes et de communautés populaires de libération, et de ce fait, ils contrôlaient des zones petites et stratégiquement sans importance dans le pays. Mais avec l'aide de l'Occident, le nombre de partisans, partant de 25 000 hommes en armes, a augmenté considérablement et de toute leur force, ils attaquaient les tchétniks du général Mihajlović. Mihajlović considérait que la Grande-Bretagne, sous couvert du communisme, soutenait en réalité les Croates. Alors que les Allemands avaient proclamé les Croates vainqueurs au début de la guerre, Mihajlović considérait que les puissances occidentales, dans la forme par l'intermédiaire du communisme, voulaient déclarer les Croates vainqueurs à la fin de la guerre, peu leur important s'ils combattaient dans le camp opposé. C'est pourquoi il écrit au gouvernement yougoslave. Nous devons réagir en créant un second front national composé de Serbes et de tous les Croates musulmans et Slovènes de conviction yougoslave. Il s'agissait d'un front politique, et c'est pourquoi le Comité national central, en plus de ses fonctions consultatives et de propagande, s'est vu confier une fonction politique. Pour que cette fonction soit légitime et non révolutionnaire, elle devait recevoir le soutien de la majorité des partis politiques. General Mihajlović je izričito zahtevao od vođa i prvaka političkih stranaka da se za vreme rata i dalje bave pre svega nacionalnom politikom, a ne partijskom. Sve političke partije, demokratske, tako, liberalna, radikalna, čak i socijalisti zbog Živka Topalovića koji je bio predsjednik nacionalnog komiteta, bili su nam mnogo naklonjeni. Proces uključivanja stranaka išao je dosta sporo, prvenstveno zbog straha od Gestapova, jer su se stranačke vođe uglavnom nalazile u okupiranim gradovima. Ovdje imamo sasvim drugačiju situaciju nego kod komunista. Njih je bilo malo i nalazili su se na maloj teritoriji, tako da su svoje kongrese mogli da održavaju svakog meseca. Considérant qu'une infrastructure politique civile lui était indispensable, Mihajlović ordonna, fin 1943, la création de comités de Ravna Gora sur l'ensemble du territoire libre. Ces comités étaient subordonnés au Comité national central du royaume de Yougoslavie. La proclamation de la transformation du Comité national central en Parlement du royaume en guerre et de son comité exécutif en gouvernement du royaume en guerre attendait encore l'implication des partis politiques. Pendant ce temps, lors de réunions secrètes, les principaux comités des partis affirmaient leur soutien à l'armée royale yougoslave. Ils prennent la décision de faire quitter les villes occupées aux chefs des partis et que tout soit publiquement annoncé lors d'un grand congrès national.
Kongres je održan 27. i 28. januara 1944. godine u selu Ba ispod Ravne gore u ovoj zgradi u kojoj se tada nalazila osnovna škola. Bio je to najveći politički skup na teritoriji Kraljevine Jugoslavije tokom Drugog svjetskog rata. Le Congrès a réuni 272 délégués. Ils étaient les membres des partis vainqueurs aux élections d'avant la guerre, mais aussi des partis de l'opposition. Même un délégué slovène était présent, qui avait reçu l'habilitation à représenter à la fois les cléricaux slovènes majoritaires, de même que les libéraux de l'opposition. Les seuls à ne pas avoir été représentés par des délégués étaient ceux du troisième peuple constituant le royaume de Yougoslavie, les Croates. On considérait qu'ils feront leur déclaration après la guerre, quand les conditions pour cela seront réunies. Néanmoins, même sans eux, le Congrès avait atteint le plus grand consensus politique de l'histoire du pays. Parce qu'il s'est tenu à l'aube du 27 janvier, le jour de la Saint-Sava dans le calendrier orthodoxe serbe, le Congrès restera dans l'histoire comme le Congrès de la Saint-Sava. Kongres je tražio da se Kraljevina Jugoslavija obnovi kao demokratska država jer je kao takva i ušla u rat. Šta više, ona je u rat i ušla zbog zapadnih saveznika i oni su obećali da ju to neće zaboraviti. Les puissances occidentales ayant entre-temps oublié leurs promesses, la position suivante de la résolution du Congrès de la Saint-Sava leur est adressée. Le Congrès condamne avec la plus grande fermeté l'action du Parti communiste yougoslave qui s'est séparé de la communauté nationale, a créé sa propre milice idéologique et s'efforce par la destruction de l'ordre constitutionnel de l'État de s'emparer et d'usurper le pouvoir d'instaurer sa dictature en Yougoslavie. Na unutrašnjem planu, Kongres je tražio stvaranje 3 federalne jedinice, srpske, hrvatske i slovenačke. O njihovim granicama raspravljalo bi se nakon rata. Posle zatvaranja kongresa priređen je svečani defile trupa uz ovu ulicu pored školske zgrade. Sačuvano je mnogo fotografija sa tog defilea, dok nijedan snimak sa kongresa, dakle iz zgrade, nije uspeo. Kongres treba da počne. Reč je dobio ministra vojske, pokojni Čiča. Kad se pojavio na govornicu, ja sam prišao na snimi. Sipao sam magnezijum i okinuo sam. Međutim, magnezijum nije radio, povukao je vlagu, samo su neke žiške pale na pod. To je taj aparat, to je taj blic s kojim se treba da to snimi. Comme président du Congrès est nommé Živko Topalović, le président du Parti socialiste, qui était dans l'opposition, mais aussi président de la plus grande association syndicale des ouvriers du pays. Mnogo ljudi nije razumelo mnogo prisustvo Živka Topalovića na kongresu u selu Ba. Jer tako 27. januara 1944. godine, šta će nam Živko, socijalista i ovo. Prisustvo Živko nam je donelo simpatije druge socijalističke internacionale, koja je protiv treće Lenjinove internacionale počela da se bori za nas, zahvaljujući Živku, i da dokazuje da smo se mi borili, jer tako protiv Nemaca, daleko bolje nego partizani. Par le biais de la Deuxième Internationale, Živko Topalović connaissait tous les dirigeants socialistes européens, dont Attlee, chef du Parti travailliste britannique. C'est précisément cette relation avec Attlee qui a été déterminante pour que le général Mihailović l'invite à venir sur la Ravna Gora. Balkan je bio u nadležnosti Velike Britanije, a mi smo imali čoveka bliskom vođi jedne od dve najjače britanske političke partije. Ideja je bila da se taj čovjek stavi na čelo kongresa, da mu se na taj način da najveći mogući legitimitet i da se potom pošalje u London. Topalović a été envoyé à Londres à la première occasion, fin mai 1944. Quand depuis la piste de l'aérodrome improvisé dans le village de Pranjani s'est envolé un avion avec à son bord le général britannique Armstrong, le dernier chef des missions militaires alliées affectées auprès du général Draža Mihailović, ainsi que le premier groupe de pilotes alliés sauvés des Allemands par les Tchétniks. L'avion décolla de Pranjani et atterrit en Italie, à Bari. Mais la police militaire britannique a alors interdit à Topalović de poursuivre son voyage et il n'est pas parvenu à rejoindre Attlee. Angažovanje Topalovića imalo je još jedan cilj. Naime, neki levičarski krugovi na zapadu tvrdili su da jugoslovenska radnička klasa podržava jugoslovenske komuniste. Pošto je Topalović bio glavni radnički tribun u zemlji, ova propaganda je efikasno demantovana. Međutim, sve je bilo uzalud.
Au printemps 1944, constatant que la survie du gouvernement yougoslave légitime de Londres était menacée, le roi Pierre II et le premier ministre Božidar Purić ont envoyé le radiogramme suivant au général Mihailović. Ne croyez rien de ce que vous entendrez à la radio. Si une coalition devait être mise en place sans vous comme ministre de l'armée, le roi et moi-même estimons que vous devez continuer à œuvrer dans la patrie sous le slogan « Le roi est prisonnier, vive le roi ». Que la crainte fût justifiée était évident dès le mois de juin. Sous la pression de Churchill, le roi Pierre II dissout le gouvernement yougoslave en exil à Londres et le remplace par un gouvernement provisoire yougoslave, dirigé par Šubašić, le banc de Croatie d'avant-guerre. Selon les instructions du mois d'avril du roi et de son premier ministre sortant Purić, le comité national central du royaume de Yougoslavie décréta alors son comité exécutif comme étant le seul gouvernement yougoslave légitime. Mais ce gouvernement et son premier ministre, Stevan Moljević, n'étaient pas reconnus par les puissances occidentales, qui soutiendront les communistes yougoslaves jusqu'au bout. Ainsi, la lutte pour la démocratie a été perdue pour plus d'un demi-siècle.